Dans un premier temps, donc, je suis détaché à l'École française Extrême-Orient, tout en continuant d'ailleurs à travailler avec l'Orstom. Et je refais quelques missions longues en Asie du Sud-Est, qui me permet d'ailleurs de prolonger le comparatisme qui m'intéressait, donc à la fois sur question de sacrifice de buffle, donc qui était quand même une pratique extrêmement répandue. Tu dis dans des séminaires aussi que je donne que évidemment on en trouve en Inde, on en trouve dans tout le sud de la Chine, on en trouve dans l'archipel indonésien. Et j'ai l'occasion d'ailleurs, en étant à Chiang Mai, de participer, observer un grand sacrifice de buffle d'une population Lawa, donc qui n'a plus pratiqué ce sacrifice depuis des décennies. Et d'ailleurs, alors, ils se sentent, une partie des villageois se sentent l'obligation de le faire, d'ailleurs l'autre partie est chrétienne, mais suit ça, regarde ça avec intérêt quand même. Et je peux aller observer, participer à ce grand sacrifice, donc accompagné d'ailleurs de jeunes chercheurs que j'ai formés sur le Laos, qui sont Olivier Évrard, dont j'ai déjà parlé, mais aussi Vanina Bouté, qui a fait tout un travail sur le nord du Laos. Et donc on observe ce grand sacrifice de buffle. Et ce qui est de frappant pour moi, c'est que c'est quasiment le même rituel, enfin évidemment avec des variations, mais que j'ai observé, que j'ai étudié chez les Ketu. C'est-à-dire je peux quasiment décrire toutes les étapes, tout ce qui va se passer. Et donc toute une réflexion quand même sur la pérennité de ces structures rituelles. Alors, il ne s'agit pas de faire du diffusionnisme. En plus, ce sont des populations qui sont distantes de plus de 1000 km, pour peu qu'ils n'aient jamais eu un quelconque rapport de façon origine austro-asiatique commune, ça remonte à 2-3 000 ans. Voilà, donc, mais c'est très intéressant de voir la permanence donc, de certaines formes rituelles sur une région très large. Par ailleurs, je continue aussi à m'intéresser à la circularité, modèle circulaire, et là aussi, à travers diverses missions que je peux faire, je constate aussi que c'est un modèle, et j'en discute avec des archéologues d'ailleurs sur la région, notamment on travaille au Cambodge, que c'est un modèle qui a eu qui a été très largement actualisé, enfin dans toute cette région, non seulement sud Laos, nord du Cambodge, aussi au plateau vietnamien, etc. Et que c'est une sorte de modèle un peu concurrentiel et qui a été historiquement, je dirais, réduit par des structures villages en ligne comme les Laotiens, les Khmers ou les Vietnamiens. Voilà. Et donc c'est assez intéressant. Je travaille avec des archéologues, je réfléchis avec des archéologues à donc cette idéologie circulaire, ce modèle circulaire. Aussi, le retour au Laos me permet aussi de voir un phénomène donc, qui était déjà largement à l'œuvre au Vietnam, mais tout un phénomène de patrimonialisation de ces cultures minoritaires. Et donc ces populations qu'on a déplacées, ces villages auxquels on a demandé justement certains de plus être en cercle, mais les maisons communes qu'on avait dit de supprimer, d'une certaine façon maintenant sont réhabilitées par les services de la culture même,
qui en avait dénoncé l'archaïsme quelques années avant. Hein. Donc il y a toute une espèce de mise en scène de culture ethnique, donc avec des visées touristiques aussi assez évidentes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir là aussi comment c'est négocié. C'est-à-dire que certaines populations, certains villages, certains acteurs dans les villages y participent réellement. Et donc là aussi, en fait, toute une autre dynamique culturelle qui se met en place et qui est intéressante à étudier. Puis, je rejoins l'école française d'Extrême-Orient et voilà. Et comme j'ai dit, c'est une institution qui me semble intéressante. Et parce que c'est une institution vraiment qui participe de l'histoire, qui était aussi un opérateur important, je dirais, dans l'histoire de l'Asie du Sud-Est. Si je reviens, alors je ne sais pas si ça peut intéresser, mais enfin juste dire 2 mots. Donc, l'école française d'Extrême-Orient, c'est l'une des 5 écoles à l'étranger, ce qu'on appelle les écoles à l'étranger. Donc il y a l'école française de Rome, d'Athènes, Le Caire, il y a la Casa Velasquez à Madrid, et donc l'école française d'Extrême-Orient, et qui aujourd'hui a des centres, 17 centres de l'Inde jusqu'au Japon. Et c'est une création au départ de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et du gouvernement général d'Indochine, avec pour les uns le projet d'avoir des orientalistes qui travaillent sur le terrain, hein, et non plus seulement dans leur cabinet, dans leur bureau, et pour l'autre, pour le gouvernement général, d'avoir une institution qui soit en charge de la mise en valeur du patrimoine indo-chinois, alors patrimoine monumental, hein, donc le FIO va être responsable notamment d'Angkor, de la conservation des monuments d'Angkor, mais aussi va travailler beaucoup sur les monuments Cham, du Champa, donc au Vietnam. Donc conservation monumentale et conservation, je dirais, textuelle aussi. Il travaille sur les manuscrits, sur les corpus, etc. Donc c'est un peu la vocation première, donc archéologie, philologie, etc. Mais aussi, il y a tout, le FIO associe tout un tas de correspondants qui sont des gens de terrain, des gens qui ont vécu très longtemps, qui au Vietnam, qui au Laos, au Cambodge, etc., qui sont des missionnaires, qui sont des administrateurs, qui sont parfois des militaires, et qui, eux, deviennent correspondants pour notamment des études de linguistique, des études ethnographiques, de géographie humaine, etc. Et la publication annuelle de l'EFEO, qui s'appelle le bulletin de l'école française FEO, en fait, durant un demi-siècle, et je dirais, c'est là où on peut trouver vraiment toutes les premières études ethnographiques sur la région. Et donc c'est une sorte de mine. Alors ce sont des ethnographes au début très amateurs et puis qui se professionnalisent en fait de plus en plus. Même quelqu'un comme Condominas d'ailleurs qui lui aussi était à l'Orstom a fait ses premiers terrains en Vietnam en association avec l'école française d'Extrême-Orient. Donc je dirais que le FIO et son bulletin annuel, en gros de 1900 à 1960, a été le lieu où a été publiée un peu toute l'ethnographie sur l'Asie du Sud-Est continentale en tout cas. Voilà, donc pour moi c'était intéressant aussi de travailler avec cette institution. Alors c'est une institution que je connaissais depuis longtemps, notamment quand j'ai suivi les cours à l'EPHE, Schipper, Van der Merch, etc. étaient liés à l'EFUO. J'avais
été au Japon visiter des collègues de l'EFEO, et au Laos, à Vientiane, il y avait une antenne de l'EFEO, donc que je connaissais extrêmement bien. En plus, je veux dire, le fait de rejoindre cette institution avait un intérêt pour moi aussi parce que, à côté je dirais, des études ethnographiques, je me suis intéressé aussi toujours, je dirais, à l'histoire de l'orientalisme et notamment de l'orientalisme français. Et particulièrement depuis mon travail aussi sur Marcel Granet. Donc dans mes séminaires à l'EPHE, puis après à l'EHESS, en fait, je suis très, très souvent revenu, j'ai fait des séminaires entiers sur des chercheurs comme Paul Mus, comme Jacques Dourne, comme Charles Archambault. Alors je peux en dire un mot si vous voulez. Bon, ne sont pas forcément connus des ethnologues. Donc Paul Mus c'est intéressant, il était à la fois chercheur et je dirais et homme d'action. C'était quelqu'un qui était né au Vietnam, qui était resté toute sa vie très attaché au Vietnam, qui a eu un engagement durant la guerre d'Indochine, qui a défendu le nationalisme vietnamien, qui a défendu aussi je dirais, le dialogue avec Ho Chi Minh, et donc était pour trouver un accord avec le Viet Minh, tout en restant d'ailleurs tout en restant très attaché en fait aux relations entre la France et le Vietnam. Donc il voulait absolument éviter une rupture. Donc il a été tout à fait actif. D'ailleurs, il était un résistant qui a été parachuté derrière les lignes japonaises au Vietnam. Et, enfin, c'était un homme d'action. C'était aussi un chercheur très connu, puisqu'il était au Collège de France, il était à l'EFEO d'abord, à l'EPHE après au Collège de France. Un indianiste renommé, et qui à la fois a travaillé sur les textes et sur les monuments. Donc il y a dans ce travail, il y a toute une archéologie textuelle qui est largement reprise ou inspirée d'ailleurs par les travaux de Granet, et il le dit, et archéologie textuelle pour retrouver, je dirais, un substrat, ce qu'il appelle un substrat autonome, un substrat pré-indien, indo-chinois, donc. Et aussi l'idée de forme, je dirais là aussi, spécifique, autonome, autochtone, à ce contexte indo-chinois, des formes religieuses, et notamment il parle de religion cadastrale, c'est-à-dire l'attachement des communautés non seulement à leur territoire, mais chaque territoire aussi marqué par des cultes aux dieux du sol, etc. Et il montre là aussi que chaque communauté replique d'une certaine façon la même structure. Donc à la fois chercheur dans les textes, chercheur de terrain aussi, et une œuvre intéressante aussi sur, je dirais, en matière d'iconologie, c'est-à-dire s'intéresser aux formes et à la généalogie des formes. Donc il a fait une étude absolument colossale sur Borobudur, sur un grand temple à Jinva, mais aussi travaillé tout un travail sur les fresques murales à Angkor, et pour lesquelles il parle de cinéma de pierre. Donc voilà, une sorte une cinétique dans l'image, dans les formes. Donc voilà, donc une œuvre intéressante, à la fois orientaliste, mais avec une orientation sociologique et je dirais un intérêt je dirais, iconologique. Voilà. Autre chercheur sur lequel j'ai pas mal enseigné, travaillé, que j'ai connu à la fin de sa vie, qui est Charles Archambault, qui est quelqu'un qui a travaillé sur le Laos, exclusivement, quasiment, qui a une double formation en philologie et en ethnologie, était notamment un élève de Leroy-Gourhan, et qui a fait un travail remarquable de terrain
au Laos dans les années 1950. Donc lui travaillait non pas sur les minorités ethniques, mais vraiment sur la société Lao. Et il a enquêté à travers le Laos, dans plusieurs provinces, avec des enquêtes, je dirais, intensives durant 5 ans. Et ensuite, il a travaillé depuis la Thaïlande, d'ailleurs, sur ses cahiers de terrain, sur les résultats de ses enquêtes, et a publié ensuite. Là encore, un peu comme Mus, il y a la volonté aussi de soutenir le nationalisme Lao naissant. Donc le Laos devient indépendant en 1954 et comme j'ai dit, Laos, partie de la population seulement en fait est Lao et de culture Lao et est très proche en fait ce qu'on appelle les Siamois en fait. Culturellement, ils sont extrêmement liés. Et donc ce qui montre lui aussi, c'est une spécificité Lao et un modèle culturel commun aux différentes principautés, où il appelle les chefferies, à travers le Laos. Et il va faire une étude extrêmement je dirais, poussée, à la fois des rites et des mythes dans chacune des provinces, pour montrer à la fois donc, que ça rentre dans l'idéologie commune et en même temps les variations. Donc c'est un travail là aussi extrêmement intéressant, avec des perspectives théoriques qui sont à la fois empruntées à Dumézil, donc idée d'une idéologie, et aussi d'ailleurs de façon moins attendue à Freud, et toute une lecture très psychanalytique en fait de la mythologie laotienne. Donc là aussi quelqu'un d'intéressant que j'ai eu donc la chance de connaître à la fin de sa vie, et qui j'ai fait un long entretien, notamment publié, et j'étais d'ailleurs en compagnie de Condominas. Aussi, j'ai fait des séminaires sur Jacques Dourne, sur lequel je suis en train d'écrire, qui était là aussi quelqu'un d'assez fascinant, donc un missionnaire au départ, donc et toute une trajectoire parmi donc des populations des hauts plateaux au Vietnam. Donc missionnaire, mais très vite un intérêt pour l'ethnologie, donc il est un peu autodidacte. Au départ, une optique très lévi-breuilienne parmi ses écrits, puis peu à peu découvre Lévi-Strauss, le structuralisme, devient très, très structuraliste dans certains écrits, puis ensuite post-structuraliste, donc déconstruit un peu, anthropologie politique, et finalement toute la dernière partie de son œuvre, à une époque où il a plus ou moins défroqué d'ailleurs, enfin, il a un peu renié en tout cas certaines activités missionnaires, plonge dans l'imaginaire, dit-il, des populations chez lesquelles il a le plus travaillé, les Tcharai, et voilà, et à travers une étude assez extraordinaire de toute la mythologie, rentre, je dirais, dans la mythologie de ces populations parmi lesquelles il a vécu, il parlait couramment Tcharai, etc. Enfin, c'est là aussi un parcours tout à fait étonnant, et voilà, qui était à la fois un homme de terrain, un théoricien, mais aussi quelqu'un d'engagé dans l'Église, donc qui a écrit plusieurs ouvrages de théologie, et c'est une œuvre absolument énorme. Des dictionnaires, une dizaine d'ouvrages, des centaines d'articles ethnographiques, ethnobotaniques, formes culturelles, arts. C'est une des œuvres les plus incroyables, je pense, sur le plan anthropologique pour cette région, et malheureusement très peu connu dans le monde anglo-saxon, parce qu'il n'a quasiment jamais été traduit en anglais.
Voilà, et puis donc Condominas, dont j'ai été très proche, donc qui lui aussi, comme moi, était chercheur à l'Orstom et à l'EFIO avant d'être à l'EHESS, et qui lui aussi s'intéressait à l'orientalisme et avait une remarquable érudition des écrits orientalistes sur la région. Et donc là aussi, c'est à la fois, donc c'était un peu je dirais, l'exemple même de l'ethnographe de terrain, avec une village studies, une étude de village dans laquelle on s'est même complètement concentré sur les villages, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe autour, mais en même temps une connaissance, là aussi, de tout l'environnement culturel. Notamment, il a fait une étude comparative assez remarquable sur les populations thaï, qui représentent une famille linguistique quand même très, très importante dans toute la région. Donc là aussi, Condominas, j'ai publié plusieurs entretiens, on a publié plusieurs entretiens ensemble, et voilà, et c'est quelqu'un pour qui j'ai eu une grande amitié, et donc d'une certaine façon, j'ai assuré la suite de son séminaire, à l'EHESS. Voilà, donc ça fait partie de mes autres intérêts, je dirais. Voilà, donc à côté de travail de terrain, aussi travailler sur des textes. Alors, travailler sur des textes orientalistes, voilà, c'est aussi, ça recoupe des intérêts théoriques que j'ai pu avoir à partir de la philosophie, et je dirais qu'aujourd'hui encore, enfin, je m'intéresse au débat théorique. Je crois que je lis plus de philosophie que d'anthropologie d'ailleurs aujourd'hui, et ça me semble essentiel, je dirais, pour ma santé mentale, c'est-à-dire non pas seulement faire du terrain, mais aussi lire, comprendre des débats théoriques, avec cependant, je dirais, refus d'une tendance qui consiste à plaquer des théories sur les terrains, c'est-à-dire et ça, c'est une tendance qui était déjà assez forte dans le monde anglo-saxon. C'est-à-dire que les thèses anglo-saxonnes, on demande d'abord de présenter un état de la théorie, etc. Puis ensuite, les faits. Et moi, je suis resté un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire très, très maussien d'une certaine façon. C'est-à-dire les faits d'abord et ensuite on théorise. Et c'est vrai que j'ai du mal parfois à relier les deux. C'est-à-dire je m'intéresse aux débats théoriques, je les enseigne d'ailleurs dans pas mal de séminaires, mais voilà, mais je ne les plaque pas sur les faits, je pars des faits. Et voilà, et je méfie aussi je dirais de la prégnance de certaines théories à certaines époques. C'est-à-dire, bon, c'est bien, et on voit bien ça parmi les étudiants. À l'époque, tout le monde voulait voir des structures, ensuite de la hiérarchie. Les étudiants aujourd'hui mettent de l'ontologie un peu partout. Voilà, et je méfie de ce genre de choses. Mais voilà, et à travers justement les discussions de l'orientalisme, je pense que je retrouve aussi tout un plaisir de la discussion théorique. Voilà, et je pense que voilà, donc le métier d'ethnologue, c'est effectivement l'ethnographie, c'est faire du terrain, mais c'est aussi s'intéresser au texte. Et je pense que c'est un travail qui doit être c'est un métier où non seulement on enseigne des pratiques, mais aussi on doit enseigner, on doit encadrer des étudiants, bref. Je dirais que c'est de même que le métier de chercheur, pour moi, c'est pas seulement chercher dans son coin, mais c'est participer à des projets collectifs. Moi, j'étais très heureux d'être consultant. Et ça me semble, en essayant de ne pas être instrumentalisé, parce que justement dans le cadre de ces politiques de patrimonialisation, on voit bien que, par exemple, en Asie du Sud-Est, on cherche à instrumentaliser un peu les ethnologues pour qu'ils reconstruisent, aident à reconstruire, voilà, en signant les belles traditions de telle ou telle ethnie.
Voilà, mais je pense que c'est important malgré tout de travailler pour le collectif.